l'opposant au rouge. Alors, on verra ça chez Van Gogh. Van Gogh va employer ça au pied de la lettre. Un magnifique Delacroix, le combat de Jacob et de l'ange, tel que représenté à Saint-Sulpice. Et là, c'est presque avec perversité que je vais aller chercher un petit détail. On dirait du Van Gogh. Hein, les coups de pinceau, c'est extraordinaire de voir comment Delacroix, on ne peut pas dire qu'il soit précurseur, ça serait aller à rebours de l'histoire, mais comment Delacroix peut être inspirant pour la génération qui l'aura suivi. Alors, on est en train de parler de romantisme. On parle de romantisme en musique, on a parlé de romantisme en littérature, de romantisme en peinture avec Delacroix, on va parler de romantisme en musique. On va changer de carrousel. On était en train de parler de Chopin. On voit un magnifique portrait de Frédéric Chopin par Delacroix. Alors, ce qui est significatif à retenir là-dedans, c'est que Delacroix va chercher à nous représenter l'ardeur du musicien plutôt que l'aspect, son apparence extérieure, si on veut, son apparence visible. Ça va être d'autant plus significatif qu'on va pouvoir le lire en le comparant au peintre néoclassique Ingres et voir comment Delacroix interprète une image de Paganini, qui est un violoniste virtuose du temps, le type accompli du musicien romantique d'ailleurs. On va voir comment Delacroix traite le sujet. Alors, Delacroix s'inspire d'une photo qu'il croit être une photo de Paganini. Paganini est une grande, grande vedette du monde musical de l'époque. Quand il meurt, on ne dispose pas de photos souvenirs de Paganini en train de jouer. On fait appel à un acteur qui va faire semblant d'être Paganini. On va le photographier. Et cette photo-là va circuler comme étant une photo du grand musicien. Et Delacroix va s'y tromper. Delacroix va faire un portrait de Paganini avec cette photo truquée, en ne sachant pas, évidemment, qu'il y a un truc là derrière. Alors, c'est intéressant de voir comment Delacroix va aller chercher plutôt la magie du musicien plutôt que son apparence. Vous vous souvenez de toutes ces histoires qui associent le diable à un violoniste? Mais c'est cette espèce de violon diabolique qu'on voit dans le Delacroix, c'est-à-dire la magie de la musique à travers une espèce de magie de la couleur. Tout ça se passe dans une espèce de couleur de feu. Monsieur Ingres, pour sa part, va nous représenter Paganini comme ça. Alors, je ne suis pas en train de dire que le Delacroix est beau et que le Paganini, le Ingres est moins beau. C'est toujours le même Paganini. Je suis en train de dire qu'il y a là deux langages, de la même manière qu'il y a l'espagnol et le portugais. Et ce n'est pas avec une grand-mère portugaise que vous décodez l'espagnol. Alors, c'est la même chose. Il y a le langage de M. Ingres qui nous représente Paganini. C'est sûr que le musicien nous est représenté ici comme une figure sociale. C'est en fait un homme qui a connu du succès, qui nous est représenté dans sa stature de bourgeois.
magnifique portrait. Alors, on va rebrousser chemin, pour ainsi dire. Magnifique portrait qui n'a absolument rien à voir avec la représentation du même musicien par Delacroix. Et vous me voyez venir, je suis en train d'établir que Van Gogh va plutôt faire comme Delacroix que comme Ingres. Alors, dans ce qui s'appelle le borinage, c'est-à-dire un pays de mines où les gens sont plutôt misérables, Van Gogh va chercher à diffuser la parole évangélique et il va faire des portraits des pauvres gens qu'il est amené à fréquenter dans le borinage, dans l'espoir d'être comme un pasteur, comme son père. Alors, c'est une paysanne, et vous voyez très bien qu'elle est représentée selon un mode qui s'apparente au mode que Delacroix a pris pour nous représenter Paganini. Alors, c'est une question de langage. Les portraits de Van Gogh nous montrent les gens de plein fouet, pour ainsi dire, de plein front. Les figures nous sont très interpellantes. On va les retrouver, ces personnages-là, dans une scène qui s'appelle les mangeurs de pommes de terre. Évidemment, les mangeurs de pommes de terre, c'est les mangeurs de misère. Alors, ces portraits-là ont servi à étudier les figures de ce tableau-là. Alors là, c'est pas les jolis paysans de la marquise de Sévigné, c'est des paysans encore plus réalistes, si on veut, malgré le traitement romantique des figures, encore plus réaliste, beaucoup plus près de la vie misérable. Alors, Van Gogh va nous représenter, on sait qu'il veut être pasteur, il va nous représenter 2 livres. C'est très intéressant, c'est un moment charnière de sa vie. La littérature moderne, à ce moment-là, tout à l'heure quand j'ai parlé de Zola, disant enfin il désencombre l'horizon au funérailles de Victor Hugo, la littérature d'avant-garde, si on veut, à l'époque, c'est la littérature de Zola. Et la diapo ne nous permet pas de le lire, mais le livre jaune qui est mis en regard de la Bible, c'est La joie de vivre de Zola. Et on voit Van Gogh être partagé entre ses ambitions de pasteur et l'espèce de vision du monde extrêmement réaliste de Zola. Je m'amuse à rapprocher ça de quelque chose qui vient d'ici. Alors, c'est bien La joie de vivre d'Émile Zola. Et je rapproche ça pour montrer à quel niveau de langage ça se situe d'une représentation du livre de Ozias le Duc. Alors, on en a une ici. Alors, vous voyez très bien que Ozias le Duc veut nous suggérer une atmosphère de contemplation. Le tableau ne nous propose pas quelque chose de trouble comme ce que Van Gogh a fait. Il y a aussi dans le Duc un exercice de virtuosité. Remarquez, le peintre a eu le souci de nous faire voir que le tableau est devant une représentation, c'est peut-être une tapisserie, et il n'hésite pas à nous montrer toutes sortes de détails qui relèvent de la peinture d'observation.